Bonne soirée sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Un début d'accalmie à Clichy-sous-Bois. Les incidents sont restés limités la nuit dernière, mais d'autres villes de Seine-Saint-Denis ont été touchées, notamment par des incendies de voitures. Ce soir, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ont reçu ensemble les familles des deux adolescents électrocutés la semaine dernière. Une proposition de loi pour aller encore plus loin dans la lutte contre le tabagisme. Elle sera présentée demain. Le texte propose l'interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics, cafés, restaurants, bureaux ou administrations. Une manifestation inhabituelle à Paris. Des stagiaires ont défilé pour protester contre les abus dans les entreprises. Ils s'estiment trop souvent considérés comme de la main-d'œuvre à bon marché et bonne à tout faire. Une première scientifique et familiale en Grande-Bretagne. Une Anglaise stérile est devenue mère grâce à ses deux sœurs. La première a procuré un ovule, la seconde a servi de mère porteuse. La fête de la Toussaint, le pape Benoît XVI a appelé les catholiques à ne pas craindre la mort. En ce qui concerne les pratiques funéraires, un Français sur 4 choisit désormais de se faire incinérer. Enfin, 15 ans après Gérard Daboville, un autre Français, Emmanuel Coindre, a réussi la traversée à la rame de l'océan Pacifique entre le Japon et les États-Unis. 4 mois et 1 semaine d'efforts à raison de 16 à 18 heures de rame par jour. L'heure semble donc être à l'apaisement à Clichy-sous-Bois. Les affrontements directs ont été peu nombreux la nuit dernière, même si le climat reste tendu. Et, chose nouvelle, des groupes de jeunes adultes, ceux qu'on appelle parfois les grands frères, se sont organisés en service d'ordre pour décourager et tenter d'éloigner les assaillants des policiers. Yann Fronty, Lionel Langlade. Cette nuit, les CRS et les gendarmes ont dû faire face à un ennemi invisible ou presque. C'est des hauteurs, des balcons et des toits qu'ils ont été caillassés. Malgré ces incidents, les appels au calme semblent pourtant avoir été entendus. Va pas en dessous, débraille à gauche là, à gauche. Toute la nuit, ce qu'on appelle les grands frères, une dizaine de jeunes adultes, ont patrouillé à la demande de la mairie et des responsables religieux. Il y a des choses en direct. Salam alaikum les frères. C'est pas de la racaille. Là-bas, il y en a deux, il y a des parents, il y a tout le monde, vous êtes en train de jeter des conneries par la fenêtre. Arrêtez, on leur a dit, ils vont monter après. Tolérance zéro là. Des grands frères qui n'hésitent pas à citer les mots de Nicolas Sarkozy pour les mettre en garde. Cette nuit, leur mobilisation a été décisive. On est là, on est là. Les frères, on est là. Les frères, arrêtez les frères. Ne jetez pas. On est là. Ne tombez pas dans le panneau. À leur appel au calme a répondu un étonnant Allah Akbar, Dieu est grand, qui a résonné dans toute la cité. Cette nuit, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre bandes de jeunes et forces de police. Mais 12 personnes ont quand même été interpellées. Nos collègues sont sur le terrain, essayent d'identifier les auteurs, les fauteurs de troubles. Et je crois que ce procédé d'interpellation amène justement à apaiser, à calmer la situation. Si la nuit a été plus calme à Clichy-sous-Bois, d'autres incidents ont éclaté ailleurs. Comme ici à Montfermeil, où le garage du poste de police municipale a été incendié. Oui, incident également dans les villes d'Aulnay, Bondy, Tremblay ou encore Sevran. Au total, 68 véhicules ont été incendiés dans le département de la Seine-Saint-Denis. 19 personnes interpellées. En ce qui concerne Clichy, les émeutes se poursuivent depuis 5 jours maintenant. Dans leur écrasante majorité, les habitants des quartiers concernés sont effrayés et souvent excédés par ces scènes de violence. Reportage Karine Komadzi, Jean-Yves Blanc. Clichy-sous-Bois, le calme apparent d'un jour de Toussaint, d'une fin de Ramadan. Mais les émeutes ont laissé des traces. Samir est médiateur. Dans la galerie commerciale de la cité, il occupe le terrain, plus que jamais. Il y a toujours le même dialogue qui est instauré avec les jeunes. Mais bon, il y a plus de méfiance les uns envers les autres, parce qu'on ne sait pas parce que tout peut déclencher une deuxième émeute, même si on essaye de garder le calme avec les jeunes. Le désœuvrement, un sentiment partagé à tous les étages. À Clichy-sous-Bois, pas de piscine ni de cinéma. Les enfants de la famille Megni se sont remis à jouer dehors, mais leur mère n'est pas rassurée. Le fait qu'ils brûlent des voitures à des personnes qui ne sont pour rien, quoi, ça nous blesse, ça nous blesse. Donc on aimerait que ces jeunes arrêtent et qu'ils se revendiquent autrement.
Vous comprenez pourquoi ils brûlent les voitures? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Pourquoi? Manque de travail, hein, manque de logement. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Oui, c'est malheureux pour eux. Pour que les jeunes puissent se défouler, la mairie a notamment rénové ce stade de foot. Mais pour cette famille qui vit depuis toujours à Clichy-sous-Bois, le problème est ailleurs, dans le rapport entre la police et les jeunes de la cité. C'est vrai que nous, on ne nous a jamais demandé de nous arrêter, on ne nous a jamais fait un contrôle d'identité. Alors que quand on regarde souvent les automobilistes qui sont arrêtés, bon, si on regarde un petit peu leur couleur de peau, bon, on peut se poser des questions parfois. Leur couleur de peau, leur âge aussi. Désormais, les habitants de Clichy-sous-Bois attendent autre chose que des cartes de CRS, pouvoir retrouver une confiance réciproque avec les forces de l'ordre. D'un point de vue politique maintenant, depuis le week-end dernier, les déclarations tonitruantes de Nicolas Sarkozy et le silence de Dominique de Villepin ont alimenté la polémique à gauche, mais aussi à droite et au sein même du gouvernement. Et bien ce soir, comme pour couper court à l'escalade verbale, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont reçu ensemble les familles des 2 adolescents électrocutés. Michael Darmon, Aurélia Guim. Ils viennent d'Argenteuil en délégation quasi officielle avec un avis sur les mots de Nicolas Sarkozy. C'est de la provocation de venir à une heure tardive à 22h30. Pour eux, la provocation, c'était la semaine dernière avec cette visite et surtout cette phrase qui a enflammé le climat politique. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Aujourd'hui, avec eux, changement de ton. Nicolas Sarkozy met les formes alors que son style est critiqué. Objectif, démontrer qu'il n'est pas isolé. Message reçu pour ces jeunes d'Argenteuil. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il a parlé de voyous, de racailles, de nettoyer. Il a parlé du fait de nettoyer au Karcher. C'est vrai que c'est un petit peu fort, c'est le langage un petit peu de monsieur le ministre. Mais il a aussi évoqué le fait qu'il n'y avait pas d'amalgame, ça c'était sûr. Mais les événements de Clichy-sous-Bois n'incitent pas à la même indulgence au sein du gouvernement. Azouz Begag, dans la presse, est monté un temps au créneau contre son collègue de l'Intérieur. Nous n'avons pas les mêmes mots, nous n'avons pas les mêmes regards. Nous n'avons pas les mêmes analyses et les méthodes d'approche. Face à Nicolas Sarkozy, le ministre de l'égalité des chances, un proche de Dominique de Villepin, est le seul à s'exprimer dans cette affaire. Mais où sont Jean-Louis Borloo? Où est Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation nationale? Où est le ministre des Affaires sociales sur le terrain? Le seul ministre qui s'exprime et qui fait passer un message, c'est Nicolas Sarkozy. Sous-entendu, Nicolas Sarkozy serait volontairement isolé dans son camp. Impression renforcée par la déclaration cet après-midi de Pierre Cardot, député UMP. Je suis étonné du silence assourdissant du Premier ministre dans cette affaire. En coulisses, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ont cherché l'apaisement. L'enjeu, la rencontre entre les familles endeuillées de Clichy-sous-Bois et le gouvernement. C'est chose faite depuis ce soir. Les familles viennent de quitter Matignon. Et le Premier ministre, suite à cette réunion et pour sa première déclaration, vient d'indiquer dans un communiqué que, je cite, toute la lumière sera faite sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie donc aux 2 adolescents et il a insisté sur la nécessité d'un retour au calme. Une proposition de loi relance le débat sur la lutte contre le tabagisme. Le texte sera présenté demain. Il veut aller encore plus loin que la loi Évin. Il s'agit d'interdire totalement la cigarette dans tous les lieux publics, bureaux, administrations, gares, mais aussi cafés ou restaurants. Explication Laurent Di. La vente du tabac sera interdite à des jeunes de moins de 16 ans. Une révolution. En 1991, la loi Évin limitait la publicité pour le tabac et l'alcool et déjà son article 16 interdisait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs. Les gares, le métro, les aéroports sont concernés, en théorie du moins. L'année dernière, nous avions testé l'application de cette loi et ce n'est qu'en allumant une cigarette devant des policiers que l'on provoquait une réaction. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous éteignez votre cigarette? Pour les bars et les restaurants, le législateur avait prévu une tolérance à condition que des espaces non fumeurs soient ménagés. Problème, bien souvent ceux-ci ne sont pas suffisamment aérés. Aujourd'hui, les Français sont à 80% pour l'interdiction totale de fumer dans les lieux publics. Même la majorité des fumeurs est de cet avis. Dès demain, le député Yves Bur déposera une nouvelle proposition de loi demandant l'interdiction de fumer sur tous les lieux de travail couverts et clos. Argument choc des anti-tabac, chaque année 3000 personnes meurent du tabagisme passif. Certains établissements, hôtels ou restaurants ont pris les devants. Depuis un an, un label non-fumeur est attribué. Les clients et le chiffre d'affaires s'en portent plutôt mieux, vous allez le voir. Mais la démarche reste encore très minoritaire. Mallory Aounou, Frédéric Crapon.
Paris, un soir comme un autre. De la musique, un verre entre amis, chercher l'erreur. Et oui, ni mégot ni volute, pas de cigarettes. Ce bar est 100% non-fumeur et pour les habitués, l'idée a fait son chemin. On n'est pas empêché, mais c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'on est fumeur qu'on aime l'odeur de la cigarette. On est à l'intérieur et puis on est obligé de sortir un petit peu, on prend de l'air et puis on revient. Donc c'est pas gênant en fait. Convivialité, liberté, autant d'idées souvent associées à la cigarette. Attirer les noctambules dans un endroit sans tabac, le pari était donc osé. On a mis un peu plus de temps pour s'installer, pour bien marquer nos spécificités. À long terme, c'est très bien. Les réticences ne durent qu'un temps. Et Hélène Poitvin l'a constaté dans son restaurant du 18e arrondissement, non-fumeur depuis l'ouverture. La première année, elle voyait repartir un client sur 3, mais avec le label lancé par la mairie de Paris en 2004, elle a gagné en visibilité et depuis, elle fait le plein. Moi, j'ai décidé ça pour la qualité de la cuisine, pour la qualité et pour le confort des clients et des conditions de travail aussi des gens qui sont avec moi. Et je pense que c'est vraiment une question de volonté. Mais justement, basé sur le volontariat, le label ne séduit pas. Moins d'une centaine d'enseignes l'ont adopté sur les 12 000 hôtels, cafés et restaurants parisiens. Les associations anti-tabac parlent de désinformation. Le travail de sape qui a été effectué par l'industrie du tabac fait que ces restaurateurs sont persuadés qu'ils vont perdre de la clientèle, ce qui, je répète, est faux. À New York, en Irlande ou en Italie, le 100% sans tabac n'a pas engendré de baisse de fréquentation. Quant aux Français, 80% seraient prêts à voir disparaître les cendriers. Les suites de l'intoxication au steak haché surgelé. Les supermarchés Leclerc estiment que 95% des clients concernés ont été repérés et avertis. 7 enfants sont toujours hospitalisés à Toulouse. La phase critique est passée, mais le traitement pour certains d'entre eux est très lourd. Agnès Monteux avec notre bureau à Toulouse. Hôpital des enfants à Bordeaux. Ici, depuis le 22 octobre, ce médecin soigne le petit Diego, âgé de 6 ans, intoxiqué par un steak haché. Tu peux mettre un petit peu de lumière dans tes yeux. Il lui parle, mais il ne sait pas si l'enfant l'entend. Pour mieux le soigner, les médecins l'ont placé sous coma artificiel. C'est très bien ça. Ça veut dire que ton rein recommence à fonctionner. Après des transfusions de sang et des dialyses, il va mieux, mais il est trop tôt pour dire si ses reins seront sauvés. Les séquelles, en général, correspondent à environ 25% des enfants. Ces séquelles touchent essentiellement le rein, avec une insuffisance rénale qui peut être chronique, avec des enfants qui risquent le maintien de la dialyse sur une période indéterminée. À l'hôpital de Toulouse, 7 enfants intoxiqués sont hospitalisés. Le père de la petite Lucia vit dans l'inquiétude depuis une semaine. Sa fille de 3 ans a elle aussi été contaminée, hospitalisée après des diarrhées sanglantes. Aujourd'hui, elle ne souffre pas, mais bon, elle est en dialyse, etc. On ne sait toujours pas si ça peut durer, si ça va se récupérer. Bon, c'est difficile, c'est long pour elle. C'est un traumatisme, c'est dur pour tout le monde. Il faudra au moins 2 semaines d'hospitalisation avant d'avoir une idée des séquelles éventuelles. Difficile de dire également si l'épidémie est vraiment terminée. Le groupe Leclerc affirme aujourd'hui avoir repéré 95% des personnes ayant acheté ces steaks hachés. 13 000 paquets restent encore à récupérer. Actualité sociale avec, je vous le disais, cette manifestation peu ordinaire à Paris. Ce sont des stagiaires regroupés en associations qui ont défilé, masque blanc sur le visage pour ne pas être reconnus. Ils estiment que le stage est trop souvent une manière de détourner le droit du travail et de trouver des collaborateurs bon marché et corvéables à merci. Séverine Lebrun, José Boulestex. Enchaînés parce qu'ils sont prisonniers de leur situation. Masqués parce qu'ils se sentent invisibles dans la société. Tous sont stagiaires en entreprise et ceux qui osent témoigner se disent exploités. J'ai été dédommagé un tiers du SMIC, voilà. Ce qui est à peu près, compte tenu des 60 heures par semaine que je faisais, l'équivalent sûrement d'un salaire d'ouvrier ou de couturière chinoise, quoi, à peu près. Et encore, 30% du SMIC, c'est la fourchette haute. Il y a des stages où on en propose 0 francs, 0 centimes, il y a des stages où on en propose 60 €. Ça devient ridicule et absurde. Le comble de l'absurde, Sophie l'a vécu. 25 ans, bac plus 5, et comme indemnité, un simple jeton de caddie à l'issue d'un stage de 3 mois dans une banque. Au temps de l'esclavage, on donnait des babioles, pour moi, ce sont des jetons de caddie, j'ai l'impression d'être une esclave.
Le stage est devenu le passage obligé. Sur Internet, pour les jeunes, peu d'offres d'emploi, mais des dizaines d'offres de stage. Ils sont 1 million de stagiaires chaque année. Le statut n'est pas réglementé, pas de durée limitée, pas de rémunération obligatoire. Certaines entreprises en abusent. Depuis 2 ans, cette prof d'éco dénonce les dérives du système. Il y a des petites entreprises où les employés sont uniquement des stagiaires, seule la direction est en contrat. Une rémunération minimale, un statut réglementé, les stagiaires veulent trouver leur place au sein des entreprises. Voilà, le stage, c'est aussi souvent un passeport pour l'emploi. À l'étranger, d'abord l'hommage de la Grande-Bretagne aux victimes des attentats du 7 juillet. Tony Blair et la reine Elisabeth assistaient à cette cérémonie émouvante, mais qui s'est déroulée dans un climat polémique. L'engagement britannique en Irak est toujours très contesté. Les dernières mesures du gouvernement contre le terrorisme aussi. Gilles Marinet. La cathédrale Saint-Paul, au cœur de Londres, pour une cérémonie très particulière. Cet après-midi, ce sont les rescapés, les blessés des attentats de juillet dernier et leurs proches qui pénètrent dans la nef. Un hommage aux victimes, en présence de la reine Elisabeth II et du Premier ministre, Tony Blair. Une cérémonie œcuménique, le premier hommage solennel aux victimes. 4 cierges, chacun porte le nom du lieu d'un attentat. En moins d'1 heure, le 7 juillet, 3 stations de métro et un bus sont dévastés par des attentats suicides. 52 morts, 700 blessés. Certains rescapés n'ont pas voulu participer à la cérémonie. Comme cette femme, amputée des 2 jambes, ils sont choqués par la faiblesse des indemnisations. Pour la perte de mes 2 jambes, on m'a donné 160 000 €. Mais ça ne concerne pas que moi, d'autres sont dans la même situation. Plein de gens. Alors dites-moi, avec de telles indemnisations, quel est leur avenir financier? Quel est leur avenir? Les sommes proposées sont moitié moindres que celles reçues par les victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis. La polémique a jeté une ombre sur l'hommage national. Un nouvel attentat en Irak qui a peut-être choqué plus encore que d'habitude. Le kamikaze était, d'après la police, un enfant d'une dizaine d'années seulement, entre 10 et 13 ans. Il s'est fait exploser à Kirkouk, dans le nord du pays, contre un convoi des forces de l'ordre. Le général qui était visé a été blessé dans l'explosion. L'enfant, évidemment, n'a pas survécu. En bref, encore la réaction de la Syrie après l'adoption par l'ONU d'une résolution sévère. On en parlait hier. Damas estime que l'avertissement est inéquitable. Et 2000 manifestants, vous le voyez, se sont rassemblés dans le centre de la capitale. Mais sur le fond, le régime ne répond pas à la question posée, qui est celle de sa coopération à l'enquête sur l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Une naissance sans précédent d'un point de vue biologique et familial aussi en Angleterre. 3 sœurs se sont associées pour faire un bébé. La première, qui est stérile, sera la vraie maman, entre guillemets. La deuxième a procuré un ovule. La troisième a servi de mère porteuse. Sur place à Londres, Maryse Burgot. Cette histoire commence il y a 9 mois. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, cette jeune Anglaise a une idée extraordinaire. Stérile après un traitement contre le cancer, elle demande à ses 2 sœurs de l'aider à avoir quand même un bébé. Mon rôle sera de donner mes ovules. En fait, le bébé existera grâce à moi. Moi, je vais porter l'enfant. Et quand tout sera fini, je le donnerai à Alex. Le sperme sera celui du mari d'Alex. L'ovule, donné par la première sœur, sera ensuite implanté sur Hélène, qui deviendra donc la mère porteuse. Ce jour-là, ce médecin leur donne 25% de chance de réussite. Bien sûr, les gens vont nous regarder bizarrement, comme 3 personnes vraiment très liées, ce qui est vrai. À chaque étape à l'hôpital, les 3 sœurs sont toujours ensemble. Et lorsqu'enfin elles apprennent qu'un bébé est bien en route, elles partagent ce bonheur à 3. Hélène est désormais enceinte de 7 mois. Avec la sage-femme, elle décide qu'au moment de la naissance, l'enfant ne restera pas dans ses bras, mais ira tout de suite dans ceux de sa mère adoptive, Alex. Évidemment, c'est un peu étrange d'avoir porté un enfant et soudainement de ne plus l'avoir. Mais je ne le considère pas comme mon bébé. Je l'ai fait pour Alex, ce n'est pas le mien.
C'était juste des ovules, et de toute façon, j'en produis tous les mois. Un petit garçon de 3,8 kg naît à la maison, sans difficulté. Pas facile en revanche de se séparer après une telle histoire. Alex rentre chez elle à Londres avec son bébé et son mari. Ses deux sœurs restent à Bristol où elles élèvent leurs propres enfants. Un mot de la situation en Allemagne, l'Allemagne qui s'enlise dans la crise politique. Le dirigeant bavarois Edmund Stoiber a décidé de ne pas participer au futur gouvernement de coalition en raison, semble-t-il, d'un différend sur ses attributions. Il devait occuper le poste clé de ministre de l'économie. Angela Merkel a donc les plus grandes difficultés à constituer son équipe. Les promesses du marché chinois. Plusieurs grands groupes français sont sur les rangs, vous le savez, pour séduire ces centaines de millions de consommateurs potentiels. Exemple, L'Oréal, avec une particularité, le groupe de cosmétiques veut mettre au point des produits de soins et de beauté spécialement adaptés à la peau et aux cheveux des Chinois. Un centre de recherche vient d'ouvrir à Shanghai, le premier du genre. Envoyés spéciaux Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Les Chinois possèdent, dit-on, les plus beaux cheveux et la plus belle peau du monde. Et on le voit à Shanghai. Mais une peau fragile qu'il faut protéger du soleil. C'est pour mieux en percer les mystères que le plus grand industriel du cosmétique vient de créer le premier labo de recherche pour la peau et le cheveu chinois. L'appareil laisse une trace sur la peau et d'après la profondeur de cette trace, on va évaluer l'élasticité de la peau. Si le cheveu chinois apparaît doux, résistant, riche en pigments qui fait sa beauté, la peau chinoise, elle, est plus délicate, vulnérable aux ultraviolets notamment. Le labo en tiendra compte dans la fabrication des cosmétiques. Les femmes chinoises voient leurs rides apparaître à peu près 10 ans plus tard que les femmes françaises ou européennes d'une manière générale. À l'inverse, ils ont des apparitions avec l'âge de taches pigmentaires au niveau du visage qu'on voit beaucoup moins en Europe. La consistance du rouge à lèvres, par exemple, devra tenir compte de tous ces facteurs, ainsi que du climat, sec ou humide, suivant les régions de Chine. À l'heure où le pouvoir d'achat des Chinois ne cesse d'augmenter, le marché du cosmétique se développe à grande vitesse. Les 18-25 ans consacrent souvent 10% de leur budget aux produits de beauté, bon marché ou pas, comme Lin, qui fait son entrée sur le marché du travail. C'est important car quand on va au boulot, il faut donner une bonne image de soi aux autres. Le concept de look, le concept d'être bien avec soi-même, d'être satisfait de sa propre présence, avec un bon maquillage, avec une bonne coloration de cheveux, mais aussi avec une bonne façon de s'habiller, est devenu important pour les Chinoises. Résultat, le roi du cosmétique français en Chine a pu avaler en 8 ans une dizaine de marques et réalise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Son centre de recherche sur la peau chinoise est destiné à faire mieux. Retour en France avec l'actualité judiciaire. C'est après-demain que commencera le procès en appel de l'affaire d'Outreau. Fiasco judiciaire, on en a souvent parlé, avec l'incarcération de notables impliqués soi-disant dans un vaste réseau international de pédophilie. Parmi ces personnes, la boulangère d'Outreau, Roselyne Godard, 3 ans de prison pour rien. Aujourd'hui, après ce cauchemar judiciaire, elle rêve de devenir avocate. Caroline Gauthier, Nathalie Gallet, Vincent Kellner. Madame Godard Roselyne Godard vacille, sonnée, assommée. La boulangère est innocentée des viols sur enfants. 16 mois de prison pour rien, le cauchemar d'Outreau prend fin. Depuis ce soir-là, Roselyne Godard se sent coupable d'être libre alors que 6 autres ont été condamnés. Pour les épauler, elle a créé ce comité de soutien. Et pendant le procès en appel, elle sera à leur côté. Tant pis si cela réveille ses souffrances. Mes nuits sont déjà peuplées de ces souvenirs d'audience où ça n'a pas été facile tous les jours. Mais je me dis que ça fait partie de ce cauchemar et voilà, ça sera pas facile. Mais pourquoi eux auraient à les vivre et pas moi? Je trouve ça injuste. Outreau, c'est aujourd'hui encore toute sa vie. Plutôt que de se laisser détruire par cette épreuve judiciaire, Roselyne Godard a commencé des études de droit, déterminée à devenir avocate. Un défi, certes, mais plus rien ne lui semble insurmontable.
J'espère avoir un jour cet honneur de porter la robe d'avocat, parce que mon avocat est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Et pour lui, je ferai tous les efforts pour qu'il soit fier de la boulangère, comme il appelle. Tourner la page, vous le ferez après le procès en appel? Je crois que c'est la première chose que je ferai, c'est le téléphone sur lequel tout le monde peut me joindre. C'est le passer en position verticale, direction poubelle, parce que vraiment, ça sera un geste symbolique. Tout ce qui concerne Outreau, on oublie. Mais l'après Outreau, Roselyne Godard ne l'imagine pas sans l'acquittement de ses 6 compagnons d'infortune, comme elle les appelle. C'est à cette condition qu'elle pourra enfin envisager une nouvelle vie. La fête de la Toussaint, on estime qu'un Français sur 2 a rendu ou va rendre hommage à ses proches disparus. Les pratiques funéraires sont en pleine évolution. 2 tendances lourdes, l'incinération de plus en plus demandée et les conventions obsèques où tout est pris en charge. François-Julien Piednoir, Samuel Humez. Ils ne se sont pas trompés de boutique. Comme pour l'achat d'une cuisine, Claude et Yvette ont des idées bien précises pour leurs obsèques. À l'église, ça sera une cassette de western. Et vous, madame, au niveau musique? Au niveau musique, moi, ce sera du Julio Iglesias. De toute façon, si c'est toi qui pars avant, je serai là. Hein. Tout est prévu dans leur contrat obsèques. De la couleur du cercueil au capital laissé aux enfants, de la paperasse aux nombreuses démarches administratives, des obsèques clés en main à partir de 3 000 €. Tous les ans, nous partons en voyage. On fait beaucoup de sorties et il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Comme ça, au moins, on est sûr que pour les enfants, déjà, ils ont déjà assez de chagrin comme ça. Alors donc, on ne va pas encore leur mettre nos obsèques sur le dos. Ce sera prêt. On peut tout décider et tout régler pour nos obsèques. Entre 2 séries télé l'après-midi, les publicités sont un peu désuètes, mais touchent une clientèle de plus en plus nombreuse. Dans les moindres détails. 12 millions de personnes en France ont plus de 60 ans et les prévisions annoncent un marché en pleine expansion. Plus de 700 000 décès en 2015. Déjà, en 2004, au lendemain de la canicule, les contrats obsèques ont augmenté de 30%. Ça a fait prendre conscience un certain nombre de personnes pour prendre leurs dispositions de façon à être sûr, le jour venu, si elles venaient à décéder et que la famille n'était pas là, eh bien on pourrait assurer leurs obsèques comme elles l'ont souhaité. Dans ces contrats apparaît de plus en plus le souhait de se faire crématiser. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 choisit la crémation. En 2015, la moitié des Français préféreraient les cendres à l'inhumation. Les personnes qui philosophiquement veulent aller dans cet axe, ceux qui trouvent là un mode moyen, moderne, écologique, et puis aussi une approche tarifaire parfois un peu moindre que dans une inhumation traditionnelle. La crémation coûte en moyenne 500 € de moins qu'une inhumation. Les cendres prennent aussi moins d'espace qu'une tombe, ça tombe bien. Il y a de moins en moins de place dans les cimetières. Et puis dans les villages ou les régions protestantes, il y a une vieille tradition. Chacun enterre ses morts autour de chez lui, des cimetières privés en quelque sorte. Et du coup, les cimetières municipaux, obligatoires pour les communes, restent vides. Exemple dans la Drôme provençale, reportage Stéphanie Labrousse, Éric Jacquin. Bézaudun-sur-Bine, c'est 60 habitants, dont monsieur le maire, le seul à avoir pris aujourd'hui le chemin du cimetière municipal. Et pour cause, 3 ans après sa construction, ce cimetière de 200 mètres carrés est désert. Sans mort. Alors faut-il dire hélas ou tant mieux? Je ne sais pas, mais plutôt tant mieux. Pas une seule tombe, et si le maire aime à dire que le Grand Air conserve ses administrés, l'explication se trouve plutôt dans des cimetières privés comme celui-ci. Avec les guerres de religion, nombre de protestants sont venus se réfugier ici, et c'est sur leur terre qu'ils étaient inhumés. Cette parcelle date de 1856. Parce qu'il y avait eu un glissement de terrain, et le cimetière avait été démoli, enfin englouti, parce qu'il était beaucoup plus haut, et celui-là a été construit après. Et la première personne qui a été enterrée, c'est celle du bout là-bas. Et qui? Ah, je sais pas. Une cousine certainement, ou une tante, je sais pas. 15 à 20 cimetières privés protestants dans le village, des parcelles où les propriétaires continuent d'inhumer leurs proches, 3 enterrements en 2 ans. Pour les nouveaux habitants, par contre, l'inhumation se fera forcément dans le cimetière municipal. Personne ici n'est pressé d'inaugurer les lieux. Le plus tard possible, et le jour où on enterrera notre premier mort, eh bien, ce sera l'inauguration, et on fera peut-être la fête. Qui sait? Qui sait ce que la vie réserve, en effet. À elle seule, la beauté des lieux est peut-être un gage de longévité.
Et à l'occasion de cette fête de la Toussaint, le pape Benoît XVI a prononcé la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Il a appelé les fidèles à ne pas craindre la mort, la transition entre le pèlerinage terrestre et la patrie du ciel. Fin de citation. À propos de religion, cet engouement en Grande-Bretagne. Il y a quelques années, le bouddhisme était très en vogue. Aujourd'hui, les Britanniques se tournent pour beaucoup vers l'islam, les femmes notamment. Pour quelles raisons? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Maryse Burgot, Dominique Marotel. Dans la cour de récréation d'une école publique de Londres, une institutrice voilée. Elle est britannique, elle a grandi dans une famille anglicane, mais il y a 3 ans, elle dit avoir eu une révélation en étudiant le Coran. Les rituels de l'islam m'ont donné une structure, une discipline de vie. Être capable, par exemple, de faire le ramadan prouve que vous êtes capable de vous contrôler. Conformément aux lois britanniques, cette institutrice est autorisée à enseigner avec son voile. Elle est appréciée par ses collègues comme par tous les parents d'élèves. C'est une personne bien. Non, sa religion ne fait aucune différence pour moi. Ces dernières années, 14 000 Britanniques blancs se sont convertis à l'islam, dont une majorité de femmes. Un phénomène tabou qui concerne tous les milieux. La sœur de Catherine regarde avec une certaine nostalgie les photos d'autrefois, avant la conversion de celle avec qui elle a partagé son enfance. Quand Catherine a commencé à porter le hijab, cela m'a semblé un peu étrange. Ça ne lui ressemblait pas, mais en fait, on a fini par s'y habituer. Comme la plupart des nouveaux convertis, Catherine est une militante. Elle s'insurge par exemple contre les lois antiterroristes de Tony Blair. Elle les juge discriminatoires envers les musulmans. Il lui arrive d'ailleurs de militer aux côtés de partis extrémistes, même si elle n'en fait pas partie. Pendant cette conférence, elle côtoie par exemple les membres d'Hizb ut-Tahrir, un parti radical que les Anglais veulent bannir. Hizb ut-Tahrir est accusé de tenter de convertir les jeunes gens vulnérables dans les universités, mais devant notre caméra, la représentante nie farouchement. Nous pensons que la seule façon de changer les gens est de les convaincre par nos idées. Nous ne voulons forcer personne. Yvonne Ridley s'est elle aussi convertie il y a 3 ans. Avant, c'était une baroudeuse. Reporter pour un grand quotidien populaire, elle s'est mariée 3 fois. Elle aimait le vin et la fête. Aujourd'hui, elle travaille pour Islam Channel, une télévision qui propose d'expliquer la religion musulmane au grand public. L'étude du Coran a fait d'elle une autre femme. Je ne suis plus jugée sur la longueur de ma jupe ou la taille de ma poitrine. Je suis traitée comme n'importe quelle femme libérée souhaite être traitée. C'est-à-dire pour ce que j'ai là-haut dans ma tête, mon esprit, mon caractère, ma profession, ma personnalité. Catherine, l'institutrice, a aujourd'hui épousé un musulman. Elle dit être une citoyenne britannique libre et heureuse grâce à sa religion. Ces conversions sont aussi la conséquence d'une déception, d'une défiance à l'égard des valeurs occidentales. Il y a quelques années encore, certains de ces convertis se seraient peut-être tournés par exemple vers le bouddhisme. Aujourd'hui, c'est l'islam qu'ils choisissent. Un exploit gratuit, inutile, mais toujours impressionnant. 15 ans après Gérard Daboville, un autre Français, Emmanuel Coindre, a réussi la traversée à la rame de l'océan Pacifique entre le Japon et les États-Unis. 4 mois et 1 semaine d'efforts. Romain Messi. 2 bras vers le ciel, au milieu des vagues. Emmanuel Coindre a vaincu le Pacifique, à la rame et en solitaire. 129 jours de traversée entre Shoshi au Japon et les côtes de l'Oregon. 9000 km à la seule force des bras. 18 heures par jour. Au bout d'une corde, l'Amérique. Emmanuel Coindre retrouve la terre ferme et ses parents qui l'attendent pour partager son exploit. Forcément heureux. L'aboutissement de plusieurs mois de travail et surtout d'acharnement et de volonté sur un projet qui était quand même très difficile. Et maintenant je peux le mesurer parce que quelque part je l'ai réalisé. Emmanuel Coindre est un habitué des océans. Le jeune homme âgé de 32 ans, originaire de la Baule, s'est fait la main, ou plutôt les bras, dans l'océan Atlantique. 5 traversées entre Europe et États-Unis lui avaient donné des rêves encore plus grands. Le Pacifique n'attendait que lui. Depuis Gérard Daboville, l'autre légende
le premier à avoir accompli cet exploit en 1991. Profession aventurier, peut-on lire sur le site internet d'Emmanuel Coindre. Il en est un, conquérant solitaire du Nouveau Monde. Cinéma, parmi les sorties de la semaine, La Boîte Noire, réalisée par l'acteur Richard Berry, qui est passé pour la 3e fois de l'autre côté de la caméra. L'histoire d'un homme sorti du coma, qui cherche les raisons de son accident. Marie-Jo Jouan, Jean-Jacques Le Garec. L'accident sur une route près de Cherbourg, le coma et le réveil, avec un pan de mémoire en moins. Heureusement, Arthur a parlé pendant sa phase d'éveil. Une infirmière était à ses côtés. Vous voulez dire que vous avez tout entendu? Tout noté? Je sais, c'est pas bien. Ça fait un peu voyeuse, mais c'est aussi une chance, monsieur Seligman. Moi, en 14 ans d'analyse, je n'ai pas dit la moitié de ce que vous avez fait sortir en une seule nuit. Qui suis-je, d'où viens-je? Par le biais du film noir, Richard Berry aborde le thème de la quête d'identité. C'est un personnage qui est dans l'opacité la plus totale. C'est un type qui tout d'un coup se demande ce qui lui arrive. C'est comme quand tout d'un coup vous êtes en train de parler avec quelqu'un et tout d'un coup vous n'êtes plus là, vous êtes là et je ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment où c'est ce qui arrive au personnage d'ailleurs, c'est ce qui arrive à des gens qui sont en phase d'éveil comme ça du coma. Chef, faut que je des spaghettis. Une incursion dans les méandres du cerveau, mais aussi l'action inhérente au thriller. Déployage de grues et de cascades à l'américaine. Jusqu'au look de José Garcia, plongé dans un univers onirique, le fruit de l'imagination de Richard Berry. J'ai raconté, moi, une interprétation, une vision qui m'est personnelle, à un moment donné, de ce personnage, hein, évidemment, mais inspiré par des obsessions personnelles, de ce qu'il pouvait voir et comment il pouvait voir pendant le coma. Un personnage à la boîte noire plutôt encombré. À chacun la sienne. Reste à savoir si on a envie de connaître ce qu'elle recèle. Est-ce que vous l'ouvrez pour qu'il y ait des choses qui ne se reproduisent pas? Ou est-ce que vous ne l'ouvrez pas pour qu'il y ait certaines choses qui se reproduisent? Ça, c'est ça qui est difficile. Moi, je crois que je n'ouvrirai pas ma boîte noire. Cette boîte noire qui intéresse les psys depuis des siècles devient ici un puzzle passionnant à reconstituer. Voilà, sortie demain, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Revet. 20h50, Ma femme s'appelle Maurice. Première diffusion avec Chevalier et Las Palais, bien sûr. Minuit 20, dernier journal Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Claude Evin. On se quitte sur ces images estivales. Décidément, le soleil résiste à l'automne et vous étiez nombreux en ce pont de la Toussaint à profiter du bord de mer, ici sur la plage de la Baule, avec plus de 18 degrés au thermomètre. C'est toujours largement au-dessus des normales saisonnières, bien sûr, mais attention, le froid devrait revenir dans les prochains jours. À demain. Votre soirée sur France.